Alors, bien le bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir dans mon live. Alors, nous allons parler de trois grandes choses, plutôt deux grandes choses. Déjà, des élections qu'il va y avoir en juin, qui auraient dû avoir lieu en mars 2021, on est déjà en avril, et qui ont été reportées en juin 2021. Alors, élections cantonales et élections régionales. CD pour le premier conseil départemental, CR pour le second conseil régional. Alors, avant de vous parler de politique, on va aussi installer le tableau qui est la personne qui va vous parler ce soir de tout cela, donc c'est moi. Je vais installer le tableau dans le sens où je vais me présenter à vous, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous me voyez très peu sur les médias, vous me voyez très peu sur les télévisions, vous me voyez très peu sur les masses médiatiques. Vous me voyez plus souvent, éventuellement, participer à des élections. Très peu, à mon sens, peut-être beaucoup au sens d'autres personnes, mais toujours est-il que vous me voyez très peu sur les médias, très peu sur les grands médias en général. Donc, on va surtout parler d'élections en général, parce que la façon dont est organisée en Guadeloupe les élections dépendent d'une généralité qui est française. Donc on va parler d'élections en général et plus précisément d'élections en Guadeloupe. Là où je suis actuellement, je suis revenu en 2013 parce que je voulais retourner en Guadeloupe, je voulais vivre en Guadeloupe, j'ai toujours voulu rester en Guadeloupe, j'ai toujours voulu être un citoyen bémausien avant d'être un autre citoyen. Donc dans ce sens-là, je vais plutôt vous parler d'élections en Guadeloupe, sur le lieu où je vis actuellement et où je suis revenu pour y vivre et pour faire aussi de la politique. Alors je suis parti très tôt, pour parler de moi. Je suis parti très tôt en France, à l'âge de 7 ans, entre 7 et 7 ans, ouais. Et j'ai vécu toute mon adolescence en France. J'ai pas eu l'occasion de revenir, de vivre ici, je veux dire, même si je suis revenu en vacances. Donc j'ai vécu principalement en France, et en 2013, vous me direz, j'ai quand même attendu pas mal d'années avant de revenir. En 2013, j'ai décidé de revenir vivre chez moi, en Guadeloupe, parce que j'avais envie d'y vivre et de faire de la politique. En France, j'ai pas vraiment fait de la politique, j'ai voté pour des hommes politiques, je me suis senti la nécessité de voter pour cette telle personne, parce que le programme et leur vision était une vision qui, pour ma part, m'intéressait et à laquelle je voulais participer, dans le sens leur permettre à eux d'appliquer leur programme politique. Aujourd'hui, je suis dans le cas où j'ai un programme politique pour ma ville et j'ai peut-être aussi un programme pour d'autres choses, pour la région, pour le conseil départemental, mais pour le moment plutôt pour ma ville, et c'est dans ce sens-là que j'aimerais que ma vision politique soit appliquée, comme à un moment donné, j'aidais par mon vote certaines personnes à obtenir la victoire aux élections pour pouvoir appliquer leur politique. Et à côté de ce positionnement politique, j'avais aussi une vie, comme tout un chacun. J'étais facteur à la Poste. Je suis aujourd'hui retraité
de la poste pour des problèmes de dos ou d'autres choses. Hein. Mais là, je suis plus, comme on pourrait dire, retraité, entre guillemets, même si, vu mon âge, je fais encore pas mal de choses. Je sens sans penser, enfin, que le fait d'être retraité ne permet pas d'être actif. Oui, je reste très actif dans le sens où je peux me donner pleinement à la chose politique. Et là, j'ai aussi cette chance-là de pouvoir maintenant faire de la politique pleinement. Voilà. Maintenant, être pleinement, je dirais, même si je ne suis pas élu, je n'ai pas de mandat pour le moment, mais je peux pleinement être un homme politique, ce que j'ai toujours voulu. C'est-à-dire que dans un premier moment, je voulais revenir en Guadeloupe faire de la politique. C'est fait. Dans un second moment, je voulais faire de la politique, donc c'est fait aussi. Et là, ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait, que j'ai le temps de faire de la politique. J'ai le temps avec, je ne suis pas tout seul à le faire, j'ai le temps de préparer un programme pour pouvoir un jour, si d'autres personnes votent pour moi et me permettent de l'appliquer, de pouvoir appliquer le programme que nous sommes en train de faire, ou que nous avons déjà commencé à faire avec Maro. Alors, pour ma part, on peut dire que le principal, c'est de rester clair dans la vision que j'ai pour ma ville et pour ma région. Alors, c'est pour cela que je prends aussi mon temps. C'est-à-dire, je prends mon temps de rencontrer, d'écouter, de faire un programme qui tienne la route, un programme qui va, que ce soit de la petite enfance jusqu'à nos aînés. C'est un programme qui est vaste et qui s'occupe, que ce soit du chômage des jeunes, que ce soit de la façon dont on peut garder chez soi ou mettre nos aînés dans des lieux où ils se sentent bien. C'est un programme dans ce sens-là qui est vaste et qui demande à ce que j'ai avec moi les personnes qui m'aident à consolider ce programme. Donc, j'ai un programme, je veux faire de la politique, je me bats aussi pour obtenir, pour faire en sorte que ce programme soit appliqué un jour. Et en fait, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant, puisque on se dit qu'à un moment donné de notre vie, on arrive à un moment pour profiter de certaines choses, et on se lance un défi qui est le défi de la politique. Le défi de la politique, je pense que je ne suis pas le seul à vouloir le faire. Je ne suis pas le seul à me lancer en politique, et il y a bon nombre de personnes qui veulent aussi appliquer les programmes qui leur ressemblent pour leur ville, et les programmes qui, je pense, si on leur donne les moyens d'être élus, peuvent être appliqués. L'homme politique est avant tout un citoyen comme un autre, et là où il s'aperçoit qu'il peut apporter quelque chose, il peut donner un regard nouveau sur la chose politique, et bien je pense que cet homme-là a tout à fait le droit, en fait, de proposer sa candidature et d'avancer à ceux qui vont voter pour lui le programme dont il pense qu'il pourra faire avancer, que ce soit économiquement, socialement ou culturellement, sa ville. Donc
J'ai la culture libéenne, j'aime la Guadeloupe, j'adore la Guadeloupe, j'aime Bémao, je suis bémaoïsien, j'adore Bémao. Je ne compare pas ma ville, je ne compare pas ma région à une autre ville ou à une autre région. Je pense que chaque région, chaque ville a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Donc je ne vais pas, ce n'est pas une compétition, c'est développer sa ville, développer sa région, développer, aider ses concitoyens parce qu'on a envie et qu'on sent une attache particulière à cette ville, à cette région, à cette communauté de communes, qui est Cap Excellence par exemple, qui est la nôtre d'ailleurs. Et c'est très important de se dire que le combat pour aider sa ville n'est pas un combat forcément contre quelqu'un, c'est un combat d'idées, c'est un combat ce n'est pas un combat de personnalité, c'est un combat qui peut être appliqué si on est élu, qui n'est pas appliqué si on n'est pas élu. Et bien sûr, je pense que de toute façon, la partie adverse qui va être élue a tout le loisir, très souvent, de prendre un peu de ce que lui-même peut faire, parce qu'il a été élu, prendre un peu de ce que les autres ont proposé. Ça arrive très souvent. On ne va pas, si on n'a pas été élu, si celui qui a été élu prend un peu de notre programme pour appliquer à la population, je ne vois pas quel est le problème. Le bien commun est au-dessus du bien personnel ou du fait de se dire j'y vais pour gagner et c'est moi qui dois appliquer mon programme. Mon programme, au-dessus de cela, je pense qu'il y a un bien commun et c'est le plus important, c'est le bien de tous, le bien du plus petit comme au plus grand, et il est intéressant et surtout très instructif de voir que la chose politique se partage, on ne va même pas dire malheureusement, heureusement, en ce sens-là. Voilà. Alors, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de ce que j'aime, ce que la politique, comme je le sens. D'autres personnes n'ont peut-être pas la même vision que moi. C'est ma vision, c'est celle qui me fait bien sûr avancer. Derrière, surtout l'envie de faire, d'apporter un mieux pour ma population, il y a cette vision-là aussi, qui est une vision, on va dire, qui n'est pas belligérante, qui n'est pas agressive, mais qui est une vision d'apport d'idées, d'apport de solutions politiques. Voilà. Alors, pour commencer, on va parler tout d'abord, après on va parler de moi, on va parler du conseil départemental. Pourquoi on va parler du conseil départemental? Parce que très proche du maire, c'est-à-dire je dis très souvent, comme le président de la République a besoin de députés pour pouvoir, faire ça, appliquer sa politique, pour pouvoir gérer un pays, le maire a besoin de conseillers départementaux de son bord pour pouvoir appliquer sa politique. Parce que le maire, avec le CECAS, a une grande obligation, sans être une obligation, mais une grande obligation, comme on le dire dans ce sens-là, a une grande obligation d'aider socialement sa population. C'est-à-dire que le social est une part prépondérante dans les objectifs et dans les obligations du maire, de tous les maires, quels qu'ils soient. Alors, les élections cantonales qui vont avoir lieu, qui auraient dû avoir lieu en mars, mais qui vont avoir lieu en
en juin, le dimanche 13 et pour le premier tour et 20 juin 2021 pour le second tour, les élections cantonales élisent des conseillers. Quelles sont les prérogatives justement du conseil départemental? Je ne vais pas parler directement des prérogatives du conseiller départemental, mais on va parler plutôt du conseil départemental. Pas le conseiller en lui-même, mais grosso modo le conseil départemental. Le conseil départemental s'occupe principalement de l'insertion. Je vous ai parlé de social, mais on va parler de l'insertion, de l'aménagement du territoire, de l'enseignement, du dispositif départemental d'aide aux étudiants, de la jeunesse et du sport et de la culture. Ce sont ces, on va dire, 6 axes qui sont dévolus au conseil départemental. Il y a quand même aussi, parce que la culture peut être aussi, on peut retrouver de la culture aussi au niveau du conseil régional et bien d'autres choses. L'aide à la jeunesse, l'aide pour le déplacement, par exemple un étudiant qui voudrait partir de la Guadeloupe et aller travailler en France. Il y a cette aide-là aussi qui est de l'ordre du conseil régional. Donc on voit qu'il y a quand même des prérogatives qui sont partagées. Donc on peut aussi, comme on peut se demander ce qui nous pousse à aller en politique, on peut aussi se demander quelles sont les obligations ou qu'est-ce que je dois impérativement quels sont les... Alors, je reprends un peu la page. Quelles sont les nécessités que je dois apporter pour pouvoir me présenter aux élections départementales? Alors, c'est une question que l'on peut se poser parce que c'est une question importante, parce que si on se présente à une élection, il y a certaines choses que l'on doit apporter comme gage, on va dire. Il faut être un électeur, c'est-à-dire un électeur inscrit sur une liste électorale, mais plus précisément aussi être de nationalité française, domicilié dans le département où l'on veut se présenter, avoir 18 ans révolus et, comme on a dit plus haut, être inscrit sur une liste électorale. Voilà. Alors c'est un scrutin à 2 tours. On a dit que ça va se passer entre le 13 juin et le 20 juin. C'est un scrutin à 2 tours binominal, c'est-à-dire que de préférence binominal un homme et une femme, hein, bien sûr. En fait, hein, c'est un scrutin binominal, comme je dis, à 2, binominal à 2 tours, et il faut obtenir pour le premier tour le score avoisinant le 12,5% pour pouvoir se présenter au second tour et être élu conseiller départemental. Voilà, c'est-à-dire scrutin binominal à 2 tours, 13 juin et 20 juin 2021, et bien sûr tous ceux qui n'ont pas obtenu au premier tour le score de 12,5% ne peuvent pas poursuivre pour essayer de tenter de rapporter au second tour l'élection. Voilà. Alors, le conseiller départemental, on l'a dit, par rapport au conseil départemental, s'occupe de la culture, de la jeunesse et du sport, des dispositifs d'aide aux étudiants, l'enseignement, bien sûr, l'aménagement du territoire et l'insertion. L'enseignement qui est... Voilà. Voilà.
documents réglementaires, marché public. Voilà. Alors, on a parlé du conseil départemental. Je vous ai dit que c'est quelqu'un dont le maire a besoin pour le social qu'il doit appliquer par rapport au CECAS. Hein? Et il est important de dire aussi que c'est une collectivité de la solidarité par excellence. Le conseil départemental a fait de la cohésion sociale le fer de lance de sa stratégie d'action. Donc c'est très ciblé sur du social. L'aide à la population, l'aide aux personnes démunies et aux personnes en grande difficulté. Voilà. C'est-à-dire que c'est principalement sa prérogative et la prérogative dans laquelle le conseil départemental est amené à traiter les sujets les plus importants. Alors, le conseil départemental, dont la présidente en Guadeloupe est Mme Boel Lincertin, alors, il faut bien se dire quelque chose lorsqu'on parle du conseil départemental et de tout ce qui est sa prérogative au niveau de l'enseignement, que l'on parle aussi en fait de l'éducation, hein, l'éducation de nos enfants, ce que l'on va apprendre à nos enfants et comment on va leur apprendre, comment on va leur apprendre cette éducation-là, et bien sûr avec quels enseignants. Donc il est très important de se dire que le conseil départemental a une responsabilité primordiale pour tout ce qui concerne l'éducation, le transport des enfants, le transport aussi des enfants handicapés. Et dans ce sens-là, elle a son mot à dire sur ce volet très, très important de l'éducation. Le conseil départemental mène des actions volontaristes pour permettre aux jeunes scolarisés, mais aussi à l'ensemble de la communauté éducative, pour leur permettre d'avoir des conditions optimales de travail et ce qui est très important pour la réussite de chacun. Il emploie des personnels exerçant des missions d'entretien, de maintenance, de restauration scolaire. Il finance le transport des élèves en situation de handicap. Les financements accordés aux établissements, l'action directe des services et des opérateurs dans le domaine de l'environnement, du développement durable et du sport. Il est intéressant de se dire que le conseil départemental, les discussions sur sa maintenance, et parce qu'il a été un nombre de questions de faire disparaître ce conseil départemental au profit peut-être de plus de prérogatives pour le conseil régional, nous pensons que c'est possible. C'est possible qu'il n'y ait plus de conseillers départementaux, mais dans quel cas de figure, et de comment pourrait se mettre en place ce remplacement, comment pourrait se définir ce remplacement, comment pourrait être acté juridiquement la disparition du conseil départemental.
qu'il y a des élections qui vont avoir lieu, on le sait depuis les dernières élections, et on a des sondages, on a des personnes qui ont déjà fait part de leur candidature pour être déjà passé par cet événement. On sait qu'on peut annoncer être un prochain candidat et ne pas pouvoir arriver jusqu'au bout de son annonce. Toujours est-il que nos conseillers départementaux, nous les connaissons. En Guadeloupe, nous en avons un certain nombre. Je vais ici les énumérer, puisque sans doute, si vous regardez la vidéo, vous verrez que ce sont aussi, de votre côté, peut-être que vous allez retrouver un de vos conseillers départementaux qui est actuellement élu. Nous allons vous énumérer vos conseillers départementaux, ex-conseillers généraux, monsieur. À un moment donné, on appelait le conseil départemental le conseil général. Voilà. Donc, on est passé des conseillers généraux à des conseillers départementaux. Alors, canton Abîme, des Abîmes 1, vous avez monsieur Rosan Rose-Duel. Canton des Abîmes 2. Alors, monsieur Rosan Rose-Duel est avec madame Chantal Lérus. Vous avez après, canton des Abîmes 2, Eliane Guigou Firpion avec Faber Micheli. Canton des Abîmes 3, vous avez madame Joseph Porel Incertain et monsieur Louis Galantine. Canton de Bémao 1, vous avez monsieur Justin Dessoutes, que nous connaissons, et madame Cosine Chalus, que nous connaissons aussi. Très bien. Sur notre canton à nous actuellement, que nous avons canton 1, je disais Bémao 1. Canton Bémao 2, vous avez David Nebor avec Juliana Gerti dans canton de Basse-Terre. Vous avez Élie Califère et madame Brigitte Rode. Canton Capesterre-Bello, vous avez Manuel Avril et Hugues Philippe Ramdini. Canton du Gosier, vous avez Jacques Gillot, France-Lise Montout, Bernissant. Canton de Lamentin, vous avez Jocelyn Sapoti et Liliane Maximin Bajazé. Canton Marie-Galantan, vous avez Maryse Elzol et Martyr Nago. Canton du Moulin, vous avez Gabriel Louis Carabin et Daniel Dulac. Canton Mornalo, vous avez Jean Dartron, Marie-Chantal Saint-Sauveur. Canton Petit-Bourg, vous avez Rémi Senneville et Maryse Citronnelle. Canton Petit Canal, vous avez Blaise Mornal, Marlène Bernard. Canton Pointe-à-Pitre, vous avez Marcel Giscard et Sandra Anjari. Nous souhaitons bien sûr nous excuser pour l'ordre parfois différent que nous avons mis au niveau de certains élus. Bien sûr, je prends le cas sur le premier canton. Alors, concernant le canton de Saint-François, nous avons monsieur Laurent Bernier et madame Baptista Robert Lampion. Concernant le canton de Sainte-Anne, nous avons monsieur Aurélien Abeille et madame Lydia Faro, épouse Coriol. Concernant
le canton de Sainte-Rose 1, nous avons Janie Marc et Camille Elisabeth. Concernant le canton de Sainte-Rose 2, nous avons Claudine Bajazet et Clodomir Bajazet. Concernant le canton de Trois-Rivières, nous avons Jacques Anselme et Nicole Erdon. Concernant le canton de Vieux-Habitants, nous avons Aramis Arbaud et Marilus Boileau. Tout d'abord, je vais vous demander 3 petites choses. Premièrement, de liker la vidéo, ce qui prouve que vous l'avez appréciée. Secondement, de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir nous retrouver les fois suivantes et nos prochaines diffusions. Et tertio, bien sûr, de la diffuser autour de vous. Voilà. Alors ce soir, nous avons parlé précédemment des élections cantonales. Nous allons parler des élections régionales ce soir. Les élections régionales, on dit que traditionnellement, en mars, ont lieu les élections départementales. En mars, en général, on avait les élections départementales. Pourtant, en 2015, les élections régionales ont été organisées les 6 et 13 décembre pour tenir compte de la création de nouvelles régions, pour permettre que les élections régionales 2021 soient de nouveau organisées en mars. Il avait été prévu que la durée du mandat des conseillers régionaux élus en 2015 soit réduite de 9 mois. La crise du Covid-19 porte la réduction de cette durée à 6 mois. Pourquoi? À cause de l'épidémie en France, même une pandémie mondiale, à cause de cette pandémie, surtout de cette épidémie en France, cette crise sanitaire, la décision a été d'un premier report du mois de mars, le mois passé, puisque nous sommes au mois d'avril, jusqu'au mois de juin, 13 juin, dimanche 13 juin et dimanche 20 juin 2021. Donc ça faisait une réduction, non pas de 9 mois maintenant, mais de 6 mois. Maintenant, mais il est dit qu'il se peut que ces élections soient de nouveau reportées pour après la rentrée 2021. Pour le moment, on reste sur ces 2 dates pour les conseils départementaux et les conseils régionaux 2021. On reste sur le mois de juin. On peut se poser la question de savoir dans quel territoire les élections régionales vont être organisées. Les élections régionales sont organisées en Guadeloupe, à La Réunion et dans 12 régions: Auvergne, Rhône-Alpes, 2e région, Bourgogne, Franche-Comté, 3e région, la Bretagne, 4e région, Centre-Val-de-Loire, 5e région, Grand Est, 6e région, Hauts-de-France, 7e région, Île-de-France, 8e région, Normandie, 9e région, Nouvelle-Aquitaine, 10e région, Occitanie, 11e région, Pays de la Loire, 12e région, Province, Alpes, Côte d'Azur. Donc, on a la Guadeloupe, la Réunion et puis 12 régions comme je viens de vous les citer. Alors, en Corse, en Martinique et en Guyane, depuis la mise en place de la collectivité unique, les électeurs sont appelés à voter à des élections territoriales. Ces élections sont organisées selon les mêmes règles que les élections régionales. Ça, c'est quelque chose qui change par rapport aux autres régions. Et à la Guadeloupe,
ainsi à La Réunion. Voilà. Alors on peut, comme on a vu pour les cantonales, aussi se demander qui peut voter aux élections régionales. Plusieurs conditions doivent être réunies pour voter aux élections régionales. La première condition, c'est d'être de nationalité française. La seconde condition est d'être âgé de 18 ans révolus. Puis, il faut aussi jouir de ses droits civiques et politiques. Quatrième nécessité, et la dernière, être inscrit sur une liste électorale. Le scrutin régional n'est pas ouvert aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne. Qui peut être candidat et comment l'être, bien sûr. Plusieurs conditions sont également nécessaires. Être inscrit sur une liste électorale, nous l'avons dit, jouer des droits civiques, politiques. Être domicilié dans la région où il est inscrit au rôle d'une des contributions directes, les 4 taxes directes locales. Avoir 18 ans révolu, bien sûr. On ne peut pas être candidat sur plusieurs listes, puisque c'est une élection de liste à 2 tours. On ne peut pas être candidat sur plusieurs listes et dans plusieurs régions, bien sûr. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque scrutin. Elle doit être déposée à la préfecture de la région. Chaque liste est composée en respectant la parité avec alternativement l'inscription d'un candidat de chaque sexe. Quel est le mode de scrutin? Les élections régionales s'organisent selon un scrutin de liste proportionnel à 2 tours avec prime majoritaire. Au premier tour, il n'y a répartition des sièges que dans l'hypothèse où une liste obtiendrait la majorité absolue des suffrages exprimés. Les sièges sont alors attribués à chaque liste en fonction du nombre de voix obtenues par chacune d'entre elles à l'échelon régional. La liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés obtient une prime majoritaire de 25% du nombre de sièges à pourvoir. Les autres sièges sont attribués à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, à toutes les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Si aucune liste n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour de scrutin. Seules peuvent se présenter les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Au second tour, la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix obtient une prime majoritaire de 25% du nombre de sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle, à la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. La liste arrivant en tête reçoit donc le plus grand nombre de sièges qu'elle ajoute à ceux obtenus par la prime majoritaire. Elle est ainsi quasiment assurée de détenir la majorité au sein du conseil régional. Cela, sans doute, pour éviter des blocages et donc des crises au niveau du conseil régional. Entre les 2 tours, les listes peuvent être modifiées. Ça, je pense qu'on reviendra là-dessus plus tard. Voilà. Alors, comment les listes sont-elles constituées? Pour les élections régionales, les listes sont régionales, mais elles sont composées de sections départementales,
Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région. Les listes sont bien régionales dans la mesure où est désigné là où le candidat tête de liste régionale et où le bulletin de vote d'une liste est identique dans tous les départements d'une même région. Le nombre de conseillers régionaux et de candidats par section départementale est fixé par une annexe au code électoral. Il est déterminé en fonction de la population de chaque département. Les départements dont la population est inférieure à 100 000 habitants ont au moins 2 conseillers régionaux au sein du conseil régional. Les départements dont la population est d'au moins 100 000 habitants ont au moins 4 conseillers régionaux. Les RIF doivent également respecter l'obligation de parité. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Quelle est la durée du mandat des conseillers régionaux? Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans. Les prochaines élections sont prévues pour juin 2021. Donc, entre 2015 et 2021, nous avons bien une fourchette de 6 années. Voilà. Quel est le rôle? Bien sûr, on est légitimement en droit de se poser la question. Quel est le rôle d'un conseiller régional? Les conseillers régionaux composent l'assemblée délibérante de la région. Le conseil régional règle les affaires de la région. Les conseillers élisent un président du conseil régional et une commission permanente. Parmi les membres de la commission permanente sont ensuite élus les vice-présidents du conseil régional. Le nombre de vice-présidents ne peut être supérieur à 30% de l'effectif du conseil régional. Le président et les vice-présidents composent l'exécutif de la région. Le président prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée régionale, gère le patrimoine, saisit le conseil économique et social régional, CESR, et dirige l'administration régionale. Il préside aussi la commission permanente de l'Assemblée régionale. Quelles sont les compétences des régions? La loi du 7 août 2015, la loi Notret, portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi Notret, précise les compétences de la région. Le conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique, social et sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation, à l'aménagement et l'égalité des territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. La région gère les fonds européens dédiés aux régions depuis la loi MAPTAM de 2014. Ce sont les questions que l'on peut se poser légitimement par rapport au conseil régional. Pour ma part, alors là, nous allons vous évoquer la liste des différents conseillers régionaux en Guadeloupe. On va commencer par la lettre alphabétique, la première qui est Madame Abella Amic. Puis vous avez la liste changée d'avenir, bien sûr. Madame Armougon Betty, la liste La Guadeloupe toujours mieux.
la liste, poursuivons la liste, Madame Azel Lise, changer d'avenir. Puis nous avons Madame Bailey Patricia, changer d'avenir. Monsieur Bajazé Claudimir, changer d'avenir. Monsieur Baptiste Christian, la Guadeloupe toujours mieux. Monsieur Bardaï Jean, troisième vice-président, changer d'avenir. Madame Bondo Galas Gersiane, changer d'avenir. Monsieur Brédan Georges, changer d'avenir. Monsieur Brudet Hilaire, la Guadeloupe toujours mieux. Madame Céline Magui, sixième vice-président, changer d'avenir. Madame Cérol Mita, changer d'avenir. Monsieur Harry Chalus, président, changer d'avenir. Monsieur Christophe Jean-Claude, changer d'avenir. Madame Converti Véroy Ginette, la Guadeloupe toujours mieux. Monsieur Cornano Audry, la Guadeloupe toujours mieux. Monsieur Courtois Jean-Philippe, changer d'avenir. Madame Dagonia Sylvie, changer d'avenir. Madame Docastel Monique, la Guadeloupe toujours mieux. Monsieur Durinel Harry, la Guadeloupe toujours mieux. Madame Elisabeth Camille, changer d'avenir. Madame Faithful Velaidou Francesca, la Guadeloupe toujours mieux. Monsieur Fosta Jimmy, changer d'avenir. Madame Gustave Diduflo Sylvie, 8e vice-présidente, changer d'avenir. Monsieur Hermin Georges, la Guadeloupe toujours mieux. Monsieur Hubert Jean-Marie, 7e vice-président, changer d'avenir. Madame Jabès Muriel, la Guadeloupe toujours mieux. Madame Lino Jennifer, changer d'avenir. Alors, comme nous allons presque être sur la fin de cette partie, je vais vous rappeler quelques consignes qui est bien sûr de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à notre chaîne, de bien sûr de liker la vidéo, c'est-à-dire en plus de la vidéo, et bien sûr de partager au plus grand nombre cette vidéo. Alors nous allons poursuivre l'énumération de nos conseillers régionaux. Le suivant est donc Monsieur Guy Losbar, premier vice-président, puis changer d'avenir, bien sûr. Puis nous avons Monsieur Victorin Lurel, président de la liste La Guadeloupe toujours mieux. La suivante, c'est Madame Mounia Marie Camille, de la liste La Guadeloupe toujours mieux. Monsieur Nelson Jean-Claude, changer d'avenir, la liste majoritaire. Monsieur Pancrel Bernard, changer d'avenir, la liste majoritaire. Monsieur Pelage Camille, 5e vice-président de la liste majoritaire changer d'avenir. Et bien sûr, et non, je dis bien sûr, Madame Panchard Marilus, 2e vice-président de la liste changer d'avenir. On a vu que
il se peut que ce soit modifié, hein, que ce soit modifié cette liste. Donc si c'est le cas, faites-nous en part. Voilà. Madame Perron Diana, 4e vice-présidente, Changer d'avenir. On a oublié de dire que Mme Blanchard est de la liste Changer d'avenir aussi, la liste majoritaire. Mme Petro Corée, de la liste Changer d'avenir. Monsieur Saint-Silly Jean-Louis, de la liste La Guadeloupe toujours mieux. Madame Samuel Césarus Valérie, de la liste Changer d'avenir. Madame Taille-Pierre Devarieux Sonia, de la liste Changer d'avenir. Et nous retrouvons Madame Trobo Thomaso Marie Eugène, de la liste Changer d'avenir. Voilà. Sur ceci, nous allons vous souhaiter une bonne fin de journée ou de soirée. Et bien sûr, nous vous recommandons de liker le pouce vers le haut de la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager la vidéo au plus grand nombre. À très bientôt sur notre chaîne politique. Merci, au revoir.